Un commentaire direct sur ces Moi, je dirais que chiffres. c'est éloquent. C'est éloquent. Est-ce que ça correspond aux statistiques Oui. de cet élève? Enfin, franchement, on voit bien une accélération évidemment sur la production LOA, qui reste quand même l'apanage des captives. Le poids des captives dans la production LOA est plus fort que dans la production crédit. Donc ça renforce le fait que la proximité avec le constructeur est forte et payante. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, on tire notre épingle du jeu. Alors, on est également captif. On est captif de Volvo, Honda et également Suzuki. Et donc, nos performances sur ces marques-là sont tout à fait remarquables sur la LOA. Et on voit même des différences assez fortes de comportement entre une marque premium comme Volvo et une marque comme Suzuki, qui est une marque plus généraliste. Alors, par exemple, on peut avoir des chiffres? Les chiffres vont s'améliorer. Là, j'ai vu que Volvo était le taux de renouvellement était pas forcément le meilleur, mais c'est simplement parce qu'on a pris le partenariat il y a un an. Ils vont forcément s'améliorer grâce à nos produits. Philippe Buros, un commentaire. Oui, je crois que c'est vérifié. On le sait depuis longtemps. Il y a à peu près 15-20 ans, on partait du principe, quand la location longue durée s'est développée dans l'entreprise, on s'est dit tous les particuliers vont prendre la location longue durée. Donc on est parti là-dedans, on s'est tous un peu plantés. Et puis finalement, c'est la LOA, comme on la vend aujourd'hui, qui finalement, c'est un produit qui est très proche de la location longue durée et qui est rentré dans les mœurs des clients. Et c'est vrai que pour un constructeur, ça permet aussi de sortir de « j'ai ma voiture à 21 000 euros sur laquelle je fais 5% de remise ». On parle en loyer par mois et ça désacralise aussi à un moment donné le prix de la voiture. Parce que quand on dit à quelqu'un aujourd'hui il faut mettre 20 ou 25 000 euros pour acheter une voiture, ça fait chaud. Quand on lui dit c'est 200, 250, 300 euros, ça relativise un petit peu les choses. Mais alors ça, c'était déjà le cas avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? On a fait une conférence récemment où on avait Jean-Luc Delvolvé du CGI, un concurrent, qui a dit en juillet 2014, tous les clients sont mis à nous demander de la LOA. Donc, pour moi, la rupture... Est-ce que c'est cette date aussi? Non, et pourquoi? moi, je date plutôt janvier 2015 et le lancement d'EasyPack. Il est gentil avec moi. moi. Mais ceci dit, nous, quand j'ai demandé à votre équipe, Philippe, en disant on veut Philippe Buros pour représenter un constructeur, parce que le décollage de la LOA, c'est simultané avec votre prise de poste. C'est ce que tu voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment... Donc, arrivée de la DIAC... On voit bien que EasyPack, le lancement d'EasyPack, tu m'arrêtes, je crois que c'est janvier 2015. Et le fait que tous les constructeurs derrière emboîtent le pas sur ce mode de communication, où on communique, c'est simple pour le client, on lui donne une visibilité totale sur son budget, et c'est finalement ce qu'il attend. Après, on pourra revenir, est-ce que c'est le bon produit, etc. Et pourquoi est-ce qu'on est sur des notions d'usage, et on pourra revenir là-dessus. Mais en attendant, c'est une communication qui, de mon point de vue, était impactante parce qu'elle répondait exactement aux besoins du client. Le besoin du client, c'était que va me coûter mon véhicule, que me coûte mon véhicule pour de vrai chaque mois. Le client, comme le dit Philippe, il raisonne en budget mensuel. Il a son salaire qui est mensuel, son crédit immobilier ou son loyer qui est mensuel. Et en fait, il y gère un budget qui est mensuel. Il a ses abonnements téléphone dont parlait Eric tout à l'heure, c'est mensuel. Tout son budget, finalement, il est mensuel. Et on s'évertuait depuis des années à essayer de parler au client de façon, de mon point de vue, assez inaudible, en voulant lui parler de prix. Ça ne correspond pas à ce qu'il est prêt à entendre. Là... Renault a tapé un grand coup en parlant en termes de budget, en lançant EasyPack avec l'entretien offert pour 1 €. Et tous les constructeurs derrière ont emboîté le poids. Et donc, on a eu un phénomène de marché qui s'est amplifié et qui a profité à tout le monde. Je veux dire, il y a eu un phénomène de halo qui a été extrêmement profitable. Il est pas mal, mon homme de la com. Finalement, hein. Non. Quand on a fait le point un peu en 2014, on est arrivé sur le constat que le marché français, c'était une guerre des prix et qu'en dehors du fait qu'un constructeur sur son marché domestique, c'est pas où il est le mieux placé pour casser les prix. Bon, c'est valable pour tout le monde à domicile. Tu arrives à un moment, c'est quand même pour tous les constructeurs, c'est destructeur de valeur. Parce qu'on dit une voiture, moi je l'ai remise à 20, je l'ai remise à 15, je l'ai remise à 21. À un moment donné, on ne sait plus. C'est comme quand vous allez acheter un canapé aujourd'hui.
Vous sortez, vous avez eu 80% de remise, vous dites après tout à 80% j'ai fait une bonne affaire ou j'ai pas fait une bonne affaire. Il n'y a plus de référence, vous êtes complètement paumé. Donc on est sorti, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors après, on était parti à un moment donné sur la guerre des taux et je te fais du 2% et je te fais du 0. Il y a eu du 0% beaucoup. Bon, moi j'ai toujours un peu été opposé philosophiquement au 0%, même si ça peut marcher à certains endroits, parce que quand vous habituez un client à payer 0, le jour où vous lui dites c'est plus 0, c'est 1. On reparlera des contrats d'entretien l'année prochaine. Voilà. Donc vous êtes rentré là-dedans et on s'est dit on va passer sur le loyer. Alors peut-être la rupture qu'on a fait, on l'avait déjà essayé plusieurs fois, la rupture qu'on a faite, c'est de passer avec une grande campagne de pub là-dessus et on a plutôt bien réussi ce passage-là. Parce que pour un constructeur, comme on en parlait tout à l'heure, on a beau se dire que le plus important c'est la fidélité, comme vous êtes toujours un peu comme ça, vous partez toujours plus sur la conquête et vous allez plutôt faire de la pub sur des offres promo, etc. Et le fait de switcher sur une offre financière, vous prenez un risque parce que vous êtes obligé de le faire 2-3 mois de suite et si ça ne marche pas, 2-3 mois chez un constructeur français, quand ça se passe mal, ça peut être très très long. Hein. Donc on a pris ce pari. On a accroché, on a pris un autre pari sur Dacia, on a changé la com de Dacia un peu plus tard, ça va être courant 2016, mi-2016, où là on est passé en euros par jour, en disant une Sandero ça peut être à partir de 3 euros par jour, un Duster à 5 euros par jour. Alors on n'est pas allé tout à fait jusqu'où on voulait aller, parce que moi à un moment donné j'étais même prêt à mettre un paquet de cigarettes rayées et un Duster à côté. Bon, on s'est dit ça va peut-être pas passer complètement comme ça. Mais à aujourd'hui, on est sorti un peu d'une voiture, c'est cher. Parce que finalement, on se dit une voiture à 25 000 euros, c'est cher. Oui, mais si c'est 300 euros comparé à un loyer de 800 ou 1000 euros, on remet sur la même échelle de prix. Juste, je voudrais revenir. En fait, les offres, elles n'étaient pas nouvelles. On a bien une adéquation entre la demande du marché et la proposition, parce que les crédits ballons, c'est 1995. 90, oui. 95. Ouais. Pour moi, c'est Opel qui a lancé le premier avec l'Opel Solution 3 en 95. Il y a eu Ford, qui a fait énormément de travail de fond sur le sujet, mais avec des succès. Ça montait et ça baissait. Là, ça a monté puis ça a pu baisser. Ça a l'air de rester et de continuer de croître. Comme l'a dit Christophe, je veux dire, nous on a fait un truc qui a bien marché au début et tout le monde a enquillé derrière. Donc après, vous avez un phénomène de marché. Quand vous avez les 3 ou 4 gros constructeurs français qui le font, plus ou moins, les autres sont obligés de suivre quand même. Alors, si on, justement, pour être contrariant, mais pour l'intérêt du débat, dans l'alignement des planètes, là, les taux bas, le quantitative easing et l'argent facile, ça aide quand même. C'est vrai que quand vous avez un taux de refit à 1 ou 2%, c'est pas comme quand vous avez un taux de refit à 10. Hein. Et quand ça va repartir, c'est pas tout de suite à mon avis, mais je pense que c'est effectivement pas pour tout de suite. Après, vous pouvez jouer sur une période de renouvellement parce que ce qu'on voit pas forcément dans l'enquête que vous avez montrée, c'est qu'un client en LOA, il est plus fidèle, mais il renouvelle plus vite aussi. Donc pour un constructeur, c'est peut-être... Enfin, nous, on le constate dans nos chiffres. Si, on l'a montré. Il tourne plus souvent. Non, mais qu'il ait des intentions de renouveler, c'est un truc, mais qu'on le constate dans tous les jours. Ouais. Et il tourne beaucoup plus vite qu'un client qui achète une voiture comptant et une voiture à crédit. Absolument. C'est ce qu'on montrait ici à partir de 22 ans. On voit bien, là, ça part... Et ça renouvelle. Et c'est bon pour le business VO aussi, hein, parce que tout ça, c'est extrêmement vertueux. Ça veut dire qu'on va récupérer, le concessionnaire va récupérer un véhicule d'occasion qui va reprendre, qu'il a sans doute entretenu, donc qu'il connaît bien. Et il va potentiellement pouvoir, je sais que Jean-Hugues a fait la démo, donc je ne vais pas y revenir. Vas-y, ce n'était pas le même public. Non, mais il a fait la démo et le véhicule va pouvoir être refinancé à nouveau en LOA. Et donc on va rentrer dans un cercle qui est encore une fois vertueux, où finalement le véhicule, là, quand on va croiser la vie du véhicule, il va être plusieurs fois financé en LOA. Ça a été l'effet secondaire qu'on n'avait pas vu au début, donc on aurait pu penser qu'on était très intelligent, mais on ne l'avait pas vu. Ça nous a permis aussi de sortir avec les distributeurs de la vente VO à marchand, parce que c'est vrai que c'est plus facile de sortir des VO à marchand, mais quand on commence à rentrer des voitures qui aujourd'hui ont 2, 3, 4 ans, qu'on a entretenu, comme à la fin, on regarde les frais de remise en état et tout, donc ça incite le client aussi à la ramener un petit peu mieux que ce qu'elle était au début. Ça fait des VO qu'on peut mettre à destination à particuliers, et du coup, on ramène
du chiffre d'affaires VO à l'affaire, et même s'il y a de la remise en état à faire, c'est aussi du chiffre d'affaires atelier et de la pièce. Donc on est dans un petit business où ça va bien. Tout ça repose quand même sur la confiance, puisque ça solvabilise le client parce qu'on met des valeurs résiduelles qui permettent de faire baisser les mensualités. Mais est-ce qu'on ne va pas entrer dans des zones de risque parce que sur les valeurs résiduelles, oui, sur le fait que on aura du volume et que le moindre incident pourra il faut coûter cher. C'est arrivé déjà. Bascule diesel, par exemple. Par exemple. On n'est pas à l'abri de quelques petits. Sur l'ensemble. C'est arrivé en 2008 à certaines marques. Mais elles étaient un peu poussées au crime. Alors, est-ce qu'on est poussé au crime aujourd'hui ? Moi, je considère que non. On est raisonnable. Sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire sur les gros, non. Après, on ne regarde pas forcément toutes les offres dans le détail. Et moi, je ne suis même pas d'accord sur le fait de est-ce qu'il y a un risque sur le diesel, sur les valeurs résiduelles. Moi, je vous parie qu'il n'y a aucun risque. Parce que quand bien même les clients voudraient que des voitures de 3 ans en véhicule essence, quand c'est que vous allez les fournir ? Tout ce qui va rentrer aujourd'hui, c'est du diesel. Donc même si vous avez des gens qui veulent de l'essence, il n'y en aura pas. Donc à un moment donné, ils prendront quand même le diesel. Et puis quand vous aurez les valeurs résiduelles, ça va se stabiliser. Non, mais aujourd'hui, on fait un gros procès au diesel, mais je crois qu'il faut rester quand même un tout petit peu cool. Il y avait une exception française qui faisait qu'il y avait 70% de diesel. Aujourd'hui, vous êtes à 50%, mais vous n'êtes jamais que dans la moyenne européenne, hein. Donc l'exception française est en train de se lisser. Et vous avez de la place pour les énergies propres, électriques ou hybrides, vous avez de la place pour de l'essence, vous avez de la place pour du diesel. Aujourd'hui, un rouleur qui fait encore 20 ou 25 000 km, et puis après, quand vous rentrez dans qu'est-ce qui pollue le plus, enfin moi je ne rentrerai pas dedans parce que c'est un truc que j'ai toujours mal à la tête. Ça sera une autre mais conférence. Entre le diesel qui consomme 6 litres au 100 avec un filtre à particules, et l'essence qui peut consommer 8 litres sans filtre à particules. Non mais... Vous avez deux ingénieurs, vous en avez un qui dit c'est un, l'autre qui dit c'est l'autre. Non, mais aujourd'hui, le juge de paix, c'est les politiques qui vont prendre des décisions, ils en prennent déjà, et puis, ils anticipent sur les réglementations. Enfin, la limite quand même de ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, si vous privez les citoyens d'une certaine liberté, ça peut se faire. Ils vont aller dans la rue. Non, à condition de leur amener la solution qui va avec. C'est-à-dire, si vous leur dites je ferme l'ultra-centre de telle ville, ok, est-ce qu'on a les transports en commun qui permettent de se déplacer ? Parce que sinon, on ne va pas revenir au cheval. Non, mais pour revenir, on voit que les mouvements sont quand même assez violents. Donc, est-ce que la LOA est en risque ? La réponse, c'est... Non, mais on parlait des valeurs résiduelles, mais en fait, il y a quand même un phénomène qui est nouveau. C'est avant, le sujet de l'engagement de reprise pour un concessionnaire, ce n'était pas un sujet. C'était nulle part. Maintenant, c'est vraiment des sujets qui sont identifiés. Les commissaires aux comptes sont très vigilants sur le sujet et demandent à ce que ce soit des engagements hors bilan. Et puis, je pense que ça favorise l'alternative avec un autre produit qui, du coup, commence aussi à émerger dans cette mouvance, c'est la LLD à particulier. Parce que si le concessionnaire ne veut pas prendre le risque sur la valeur résiduelle, il a toujours la possibilité de recourir à un loueur pour faire de la LLD à particulier et donc de confier le risque de valeur résiduelle à un loueur technique qui saura très bien faire. Oui, et puis si on reste très macro, vous avez 2 millions de VP, allez, admettons qu'il y a 1 million à particulier, 1 million à flotte. 1 million à particulier, si vous avez 30% de LOA, ça fait 300 000 voitures. Le marché VO, il fait combien ? Ouais, bon. 5,5. Moi, voilà. J'accepte la réponse. Donc vous êtes en train de parler d'un risque sur 6 ou 7% du marché. Et si on prenait parti du principe qu'il y a 60% de diesel ou 70%, donc finalement c'est 5% du marché du véhicule d'occasion. Bon. Et au fait, la LOA sur le VO ? La LOA sur le VO, ça marche de mieux en mieux. Hein. Et les offres packagées qu'il y a sur l'essence sont en train de passer sur le VO également. Hein. Alors c'est un peu moins souple. Parce que le problème que vous avez, c'est quand vous faites une offre sur l'essence, n'importe quel constructeur, on a une voiture à 15 000, on sait qu'elle va rentrer à 10 000, faites un prix. Sur le VO, c'est plus compliqué. Vous en avez une qui rentre avec 15 000 km, l'autre avec 30 000. C'est compliqué de communiquer sur une Clio VO 3 ans, c'est 99 € par mois, parce qu'elle ne rentre pas toutes au même prix, ni dans le même état, avec le même kilométrage, etc. Donc c'est plus compliqué de communiquer là-dessus, mais sinon, c'est quand même pas un problème. Hein. Pardon, vous dites que ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contrats ? Il y a de plus en plus de contrats, on va dedans, mais c'est plus compliqué à industrialiser. Je me suis livré à l'expérience d'aller en chercher une sur Internet.
Ne serait-ce que pour avoir un devis, j'ai pas trouvé, mais pas chez vous, hein, j'ai essayé dans toutes les marques, j'ai pas réussi. Vous savez, Internet, ça reste encore un beau showroom. Hein. Moi, j'attends le premier client qui va m'acheter une voiture complètement sur Internet et qui aura mis sa carte de crédit dans le truc. Ouais, mais ne serait-ce que pour faire un devis. J'ai pas trouvé de quoi faire un devis. Je me permets, chez Volkswagen, là, je sais que Julien, suit ça de près, si tu veux dire un mot sur le VO en LOA. On suit effectivement la direction qui est donnée par Philippe Bureau, c'est effectivement les grandes marques nationales. Nous aussi, ça progresse encore timidement. Il y a encore quelques freins. On part évidemment pas sur les mêmes couples forcément durée kilométrage que sur des offres VN. On a quelques petites choses à faire. Il y a aussi beaucoup de formation dans les réseaux parce que là aussi, l'approche du vendeur VN n'est pas encore tout à fait celle du vendeur VO. Et donc on a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est très clairement dans le thème de la fidélisation et dans l'univers des marques et dans l'univers des marques VO, un sujet qu'on prend extrêmement au sérieux. Et tu as raison, Eric, aujourd'hui, il faut qu'on en parle un petit peu plus directement online parce que ça aussi, c'est un cheval de bataille. Et bon, on y arrive. C'est une vraie bonne solution, la LOA VO, pour les ventes, les IMAT tactiques. Hein, quand tu fais du loueur coût de durée. Nous, on n'en fait pas. Mais bon. Non, mais je parle pour les autres. Oh, faut pas mentir, c'est pas bien. Je parle pour les autres. Pour les autres qui voudraient trouver preneur à un client final, pour décaler le sujet du prix, parler de LOA VO, c'est LOA ou LLD d'ailleurs. Hein. Mais alors justement, d'un point de vue de la fidélisation, la LLD et la LOA, c'est pareil ou parce que la LLD, c'est quand même un peu contraignant, c'est très irritant quand on rend sa voiture. On n'a pas forcément... C'est pas les mêmes caractéristiques du produit. La différence avec la LLD, c'est que les choses sont conclues par avance et le client sait comment les choses vont se dérouler. Et à la fin de son contrat, il a juste à restituer son véhicule. Comment elles doivent se dérouler. Exactement. Et la LOA, la particularité, c'est que le client, le premier qui a le choix à la fin du contrat, c'est d'abord le client. C'est-à-dire que même s'il y a un engagement de reprise de la part du concessionnaire, le premier qui doit dire s'il garde ou pas son véhicule, c'est d'abord le client. C'est vrai que c'est un choix qui est différent par rapport à la LLD. Mais en même temps, la LLD, c'est la tranquillité pour le client qui n'a pas à se soucier de se dire est-ce que je vais revendre ou pas mon véhicule. Il a juste à restituer son véhicule en fin de contrat. Ça progresse, la LLD à particulier. Hein. Quand on voit les chiffres, je pense que la LLD à particulier doit être aux environs... 2%, c'est 10% de la LOA, 10% de la prod LOA sur la particulier, sur le chiffre ASF. Ouais, c'est ça. Bon, ça progresse. Je veux dire, on part de bas, ça progresse. Moi, je pense que la gamme, elle est complémentaire. C'est-à-dire, il n'y a pas une lutte entre LOA ou LLD. Ce sont des offres, des propositions de valeur qui sont différentes, qui correspondent comme le crédit. C'est une proposition de valeur qui est différente. On le voit, hein, finalement, quand on voit la courbe des âges. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a derrière nous, mais on voit bien que la LOA, ce n'est pas la panacée universelle non plus et que ça ne répond pas aux attentes de tous les clients. Il y a pas ça n'existe pas, malheureusement, la pierre philosophale qui va nous permettre de vendre le même produit à tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une gamme de produits qui soit la plus large possible pour répondre aux besoins du client, que ce soit du crédit, de la LOA ou de la LLD. Pour un client, souvent, il préfère aller sur la LOA que sur la LLD parce qu'il pense que dans la LLD, on va essayer de gagner, enfin nous ou la banque va essayer de gagner sur le VO à la sortie. Alors que dans la LOA, il a, entre guillemets, l'option d'achat, donc... il a l'info, voilà. Il a l'impression que s'il y a une bonne affaire à faire, il peut la faire. Voilà. En revanche, parmi les différences, même si elle a peut-être tendance à s'estomper, comment est-ce que vous placez le curseur sur le premier loyer ? Qu'est-ce que vous disent les clients ? Moi, parce que je savais que j'allais faire cette conférence, j'ai interrogé des gens autour de moi qui ne sont pas dans l'automobile ni dans les études. J'ai plutôt senti des gens un peu, pas scandalisés, il ne faut pas exagérer, mais un peu agacés de voir un gros loyer de 100 € et puis de découvrir en bas dans les petites lignes, après un premier loyer majoré de 4 000 €. Ouais, bon, moi, je suis un peu de votre avis. Ma philosophie, c'est que si vous avez un premier loyer, il ne peut pas être très éloigné du loyer que vous mettez après. Parce que le fait de dire il n'y a pas d'apport, je vais exagérer, hein, le fait de dire il n'y a pas d'apport, il y a un premier loyer majoré de 30%,
Si vous êtes client, vous avez quand même l'impression que... Bon, Et ça, par contre, c'est potentiellement un frein pour le renouvellement. Parce que bien sûr, bien sûr. entrer avec un premier... Enfin, pour moi, c'est des offres. Pour qu'elles soient fidélisantes, il faut qu'il y ait le minimum d'apport. Sauf à ce que le client il ait la capacité de reconstituer son apport pendant la durée de vie du contrat. Parce que sinon, il va se retrouver à la fin de son contrat. Il avait mis 30%, il n'a plus les 30% à la sortie. Au lieu de payer 350 € par mois, on va lui dire que c'est 520. Et là, il va y avoir un problème. Donc le mieux... Pour moi, ce qui est le plus fidélisant, c'est d'avoir des offres avec le minimum d'apport, ou en tout cas un apport que le client est capable de reconstituer pendant la durée de vie du contrat. Et pour les plus anciens qui ont connu le leasing avec les 5e de TVA et tout, en général, le client il commençait avec 50% d'apport, on lui renouvelait au bout d'un an, il n'y en avait plus que 40, puis au bout de 5 ans, là, il n'y avait plus du tout d'apport, et alors là, ça devenait très très compliqué. Hein. Parce que pour fidéliser, il faut rester sur le même niveau de loyer. C'est quoi la règle? Est-ce qu'on a... Non, parce que la situation du client évolue. En 3 ans, peut-être que sa situation professionnelle va changer, sa situation familiale va changer, il va avoir un bébé, 2 bébés, voilà. Et donc, du coup, ses besoins vont changer. Et donc, c'est pas nécessaire. C'est un référentiel parmi d'autres de rester sur le même loyer. Vous savez, la voiture, ça reste encore un produit passion. Tant que ça restera un produit passion, on sera tous là. Et le client, il peut aussi avoir envie de la nouveauté qui est sortie et il est prêt à payer 10, 20, 30 € de plus. Le jour où on tombe sur un achat purement raisonné, une voiture aujourd'hui, ça fait 200 000 km sans problème. Hein. Donc le client, il peut aussi garder sa voiture 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il y a encore ce côté passion et qui fait vivre le marché. Les offres locatives, d'une façon générale, que ce soit LOA ou LLD, elles contribuent aussi à la montée en gamme. Parce que finalement, c'est plus simple d'une version à une autre d'expliquer au client que ça vaut 40 ou 50 € de plus par mois, au lieu de lui expliquer que ça vaut 2500 ou 3000 € de plus. C'est un vrai outil pour les vendeurs qui savent bien manipuler le produit. C'est un vrai outil pour la montée en gamme. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais est-ce que les taux de fidélité qu'on a, qui sont très élevés, ils ne sont pas aussi liés au fait que c'est le début de ce produit, qu'il est en pleine explosion et que quand le marché sera mature, les taux de fidélité vont s'égaliser? Je pense pas. Un des freins au début sur la LOA et la location, c'était ah bah oui, non mais c'est super machin. Par contre, quand je vais rentrer, je vais rentrer à la voiture, ils vont me mettre un coup de fusil et la voiture, on va faire le tour ensemble. Moi, je la vois toute neuve, ils vont me mettre 5000 € de frais de remise en état. Aujourd'hui, les gens sont pour la plupart à leur 2e, 3e, 4e bande. Ça ne se passe pas. Donc il y a un bouche à oreille qui dit bah, c'est pas plus compliqué de vendre ta voiture en LOA. Vous savez, avant, on disait ah bah non, on ne veut pas faire de la LOA parce qu'on n'est pas propriétaire de la voiture. Enfin, la carte grise, c'est pas un titre de propriété, jusqu'à preuve du contraire. Donc tout ça, c'est tombé aussi. On a dit ah bah non, la LOA partira jamais en France parce que les gens ils veulent leur nom sur la carte grise. Ah, aujourd'hui, c'est quand même fini. Hein. Tout ça, c'est vraiment fini. C'est les cohortes de Eric qui font que le marché change parce que ceux qui arrivent sur le marché sont... Je pense que c'est un phénomène un peu de société automobile. Ouais, je crois que c'est pas démontré, hein, mais je crois que c'est parti pour durer. J'étais en train de réfléchir, à me dire qu'est-ce qui fait qu'on achète son appartement. J'étais pas au bout de ma réflexion quand tu m'as posé la question. Retourne dans ton monde. L'appartement, on peut penser que dans le temps, ils prennent un peu de valeur. Une voiture qui prend de la valeur, pour les généralistes, c'est rarement le cas. Je pense que c'est amené à durer. Je pense pas qu'on retournera vers la possession en propre. On aura basculé sur d'autres formes d'accès à l'automobilité avant. J'avais 2 questions justement, si je peux me permettre, Florence. La première, c'est que vous l'avez dit, et d'ailleurs on apprécie la transparence. On sait que fidéliser les clients, c'est ce qu'on leur doit, ça coûte moins cher, mais on cherche avant tout la conquête, parce qu'on cherche tous le développement. On vient de voir que la LOA fidélisait. Est-ce que ça vous donne pas des nuits blanches, dire comment est-ce que je vais faire de la conquête maintenant que je vais avoir tous mes concurrents qui sont en LOA? Est-ce qu'on va pas avoir une sédimentarisation des parts de marché? Parce que vous voyez la bouteille à moitié vide. Moi, je me dis, plus je vais mettre de moyens commerciaux dans la LOA pour vendre mes produits neufs, et plus ça empêchera mes petits camarades de venir chercher chez moi. Alors ça, c'est la fidélisation, mais pour la conquête, pour aller chercher chez vos petits camarades. Je peux aller chercher chez mes petits camarades si j'ai un produit qui se tient avec une offre locative qui se tient, de l'entretien et tout. Je peux être en conquête avec de la LOA. D'accord. Je peux être en conquête avec un produit fidélisant. Et vous avez des démarches one-to-one dans ce sens? Ou c'est à travers des campagnes de publicité, de meilleurs loyers, de plus belles voitures?
Vous savez, tous en France, on se dit, enfin tous les constructeurs, hein, quand on regarde les budgets qu'on fait et ce qu'on dépense, on dépense quand même beaucoup d'argent, on se dit à chaque fois, oh là là, la télé, ça coûte la peau des fesses. En efficacité, hélas, ça coûte très cher, mais il y a rien ROI, de tel. Donc c'est vrai qu'on balance sur des grosses campagnes, etc., parce qu'on rêve tous de faire que du digital chirurgical, etc., mais bon, pour l'instant, en France, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait complètement trouvé encore la solution là-dedans. Je vois madame de chez Peugeot qui sourit, je pense qu'ils doivent être un peu comme nous quand même, à un moment donné. Et alors, est-ce qu'on peut animer la fidélisation avec des LOA qu'on va modifier? Est-ce que là, le produit aujourd'hui, il est fixé et on ne va pas rajouter des services autour? Est-ce qu'on peut rajouter des choses, puisque en partant du principe que pour fidéliser, il faut toujours ajouter. Ça rejoint le point de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui contribue à créer de la valeur pour le vu du client, on ne parle pas de valeur financière ni pour nous ni pour le concessionnaire, là on parle de la valeur vue du client final, lui permet de le fidéliser. Le produit locatif se prête bien effectivement à aller agglomérer un certain nombre de services qui aujourd'hui n'existent pas et qui pourraient exister demain. Il faut rester quand même un petit peu prudent parce qu'il y a quand même les seuils psychologiques sur les loyers. Le client, comme je l'ai dit, il a un budget mensuel. Il raisonne en mensualité. Bon, il peut parfois se faire un petit peu plaisir en forçant un petit peu sur son budget, mais les Français ne sont pas déraisonnables. Quand on voit le niveau d'épargne en France qui reste record, on voit bien que les Français sont extrêmement raisonnables dans leur gestion de budget. Donc on pourra ajouter des services. Il faudra qu'ils s'inscrivent dans le cadre du budget global du client. Mais est-ce que par exemple aujourd'hui je peux, comme je vais chez mon opérateur téléphonique tous les ans, il y a des nouvelles offres, j'ai ma mensualité, on me la redéfinit en me mettant dedans un autre package, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est possible. Après, il faut que tu sois au golden moment. C'est-à-dire que si tu n'y es pas vraiment... Ah, mais moi, mon gars chez SFR, il m'a dit, madame, il faut venir tous les ans. Parce comme ça, vous aurez moins cher. Le business model de la téléphonie est quand même un petit peu plus court que non, mais si on parle du point de vue du client, la référence du client, la valeur pour le client, elle n'est pas forcément... on y arrive elle ne tient pas compte de vos contraintes. Non, mais on y arrive un peu parce que quand on a un client qui paye 200 €, quand on retourne le voir au bout de 2 ans et puis on lui dit pour 210 ou 220, on te change avec une voiture équivalente on lui dit pas une voiture équivalente, on dit toujours qu'elle est mieux que celle qu'il a, mais on lui dit machin. Grosso modo, on fait la même chose, mais on le présente différemment. Donc ça, on peut imaginer que ça va s'industrialiser, s'accélérer. Moi, je suis plutôt de ce que disait Eric tout à l'heure. Je pense qu'un jour, au moins pour certaines personnes, on ne vendra plus une voiture, on vendra des kilomètres. Un jour, c'est peut-être dans 5 ans, je ne dis pas dans 25 ans, pas l'année prochaine, mais on vendra des kilomètres. Parce qu'on a des gens qui sont très attachés à la voiture, etc. Et puis on a des gens, finalement, ils font 2-3 000 km par an. À un moment donné, on leur dira, non, on vous donne une solution pour 3 000 km par an. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que le produit avec lequel on financera les véhicules dans 5 ou 10 ans, il n'existe pas encore, quoi. C'est ça qui est exaltant, c'est qu'il nous reste à l'inventer. Quelles sont les pistes ? Peut-être regarder du côté des entreprises qui pèsent de plus en plus et commencent à voir, alors c'est peut-être un peu prospectif, mais j'ai croisé un ou deux DRH de grands groupes qui commencent à mettre en place, vous avez dû en entendre parler, des packages mobilité, plutôt que d'avoir la statutaire voiture du segment D ou E en location longue durée, 3 ans. On commence à laisser le choix. Vous allez acheter la possibilité de louer cette voiture, mais seulement pour les mois d'été pour partir en vacances, et peut-être d'en avoir 2 plus petites en semaine pour commuter. Ça s'est déjà fait, ça n'a jamais marché. Donc ça veut dire que maintenant, comme la LOA ne marchait pas avant, ça va marcher. Là, c'est le moment. Plus vous aurez, je reviens toujours sur le même sujet, plus vous aurez de voitures connectées et de voitures partagées, et plus vous pourrez aller sur ce genre de choses. Vous avez des gens qui ont besoin de leur voiture 2 fois par semaine parce que, je ne sais pas moi, le mercredi, ils emmènent les enfants je ne sais pas où, et le samedi, ils vont chez Auchan. Mais les autres 5 jours, elle ne roule pas. À un moment donné, la partager,
pourquoi pas. Si vous on va faire simple, si vous avez votre frère ou votre sœur qui est juste à côté, vous pouvez partager la voiture, après tout, pourquoi pas. Et un jour, ce sera une personne de l'immeuble, etc. Aujourd'hui, vous avez des trucs qui marchent complètement. Avec un smartphone, aujourd'hui, vous réservez une voiture, vous recevez un code barre, vous ouvrez la voiture, faites votre tour, vous la fermez avec la voiture et vous recevez la facturation. Ça marche. Alors, c'est pas développé, c'est pas... Là, on parle pas de 2053, l'Odyssée du futur. Hein. Là, c'est des trucs, ça marche à aujourd'hui. Dans l'Alliance, la marque Nissan est présente aujourd'hui. Leur initiative, je ne me souviens plus du nom marketing, l'initiative qui permet à mettre en commun une voiture dans un quartier ou une résidence, parce que les gens ne se ressemblent pas, au contraire, ils se dissemblent. Et moi, j'en ai besoin dans la semaine pour faire le commuting. J'en ai pas besoin le week-end parce que je fais du scooter. Par contre, mon voisin qui va en transport en commun au boulot, on a besoin le week-end. Et ces gens-là, donc il y a des algorithmes qui les rassemblent et ils achètent la voiture en commun. Et on parle de fidélité. Quand vous êtes rentré dans un truc comme ça, je vois pas ce qui va vous faire changer. Hein. Sans faire de pub, vous avez un promoteur immobilier aujourd'hui sur Paris qui sort des immeubles avec 2 ou 3 voitures en car sharing dans le sous-sol. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place de parking. Et que c'est un moyen de contourner un inconvénient. C'est parce qu'ils ont envie de gagner 3,50 francs dessus, hein, c'est pas le sujet. Mais ils livrent, nous on travaille avec eux, ils livrent, en bas il y a une station de car sharing. Alors donc, monter pour vous des produits de LOA groupés, ça existe, ça existera, Ça existe, oui, il y a l'exemple effectivement de Nissan. En fait, le problème, c'est qu'en France, on a toujours un contexte réglementaire qui freine un peu toujours les initiatives. C'est-à-dire qu'on est vite rattrapé et cantonné par le domaine réglementaire qui a du mal à évoluer aussi rapidement que les aspirations de nos clients. Mais ça va exister, ouais, bien sûr. Je pense que, notamment sur tous les sujets de mobilité, c'est l'heure. sur tous les sujets de mobilité, les choses vont bouger très rapidement et on consommera de plus en plus l'automobile différemment par rapport à aujourd'hui. Philippe Oui, je suis d'accord, mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est un futur proche. Hein. C'est des choses, nous on est en train de déployer ce genre de choses, d'autres constructeurs le font. À aujourd'hui, on va aller là-dessus. Alors ça ne fera pas 90% du marché, sans doute, mais à Paris, pour des gens, vous savez, des Parisiens qui font 2-3 000 km par an, il y en a quand même beaucoup. Et après tout, pas être propriétaire de sa voiture, voir si on n'a pas de parking, pas être embêté pour aller la chercher à droite et à gauche, oui, il y a de l'avenir là-dessus.